Bonjour et bienvenue à ce 8e épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Rossello, économiste, auteur et banquier d'affaires. Monsieur Rossello, bonjour. Bonjour, Philippe. Raphaël Rossello, vous êtes auteur et banquier d'affaires, docteur en sciences économiques de formation. Vous avez œuvré dans le monde financier depuis plusieurs décennies, en Europe comme en Amérique du Nord. Vous avez réalisé une multitude de transactions de type fusion-acquisition ainsi que des introductions en bourse, notamment lors de la période des dot-com, le début 2000, basé sur des entretiens là, que j'ai regardé vous incluant. Et vous avez récemment publié, c'est le sujet de notre entretien d'aujourd'hui, en 2022, le livre Demain, la fin de l'insouciance aux éditions Mareuil. Vous avez également publié L'opportunité du COVID-19 en août 2020. Avant de nous lancer directement dans le sujet du livre, vous êtes mis à l'écriture relativement tard dans votre carrière, si je peux dire. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pourquoi écrire maintenant? Est-ce que maintenant, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que maintenant, vous en êtes venu à certaines conclusions que vous vouliez partager? Oui, absolument. En fait, je n'avais pas pour vocation d'être un auteur. C'était pas du tout dans mon plan de vie, dans mon plan d'existence. Mais je suis devenu, et je le suis de plus en plus, malheureux de voir que l'univers qui m'entoure, c'est-à-dire tout le monde, je dirais, de la valeur financière, le monde des banquiers, des avocats d'affaires, des comptables, des transaction services, des cabinets de conseil et un certain nombre d'investisseurs, que nous sommes, et j'aime beaucoup les dessins animés, nous sommes dans la situation de ce coyote qui court et qui ne réalise pas qu'il est sorti du sol, et ce n'est qu'au moment où il va le réaliser qu'il tombe. Dans le canyon. Dans le canyon. Le seul problème, c'est que ce coyote, quand il tombe, il arrive miraculeusement à redémarrer, ce qui ne sera pas le cas de nous, pauvres humains, qui, quand on chute, on se casse de l'os, si ce n'est plus. Donc, voilà, j'ai été amené, effectivement, dans les 30 dernières années, ça fait 45 ans que je travaille, et dans les 30 dernières années, avec la montée des dot-com, de la bulle des dot-com, j'ai été de plus en plus malheureux parce que fondamentalement, mon univers me disait, mais non, la vie est belle, les bonus vont être magnifiques, etc., etc. Bien. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, mais voilà, un sentiment d'inquiétude, et c'est à partir d'une note de la Banque fédérale de 2012 et d'une courbe, notamment de la Réserve fédérale américaine, où sur 180 ans, on voit que malgré la guerre de sécession, malgré les crises, malgré la Première Guerre mondiale, etc., en fait, le déficit américain revenait à un surplus régulièrement. Bon. Or, pendant 100-120 ans, ce pays a connu une des croissances économiques les plus vertigineuses qui soit. Il y a une très très belle série télévisée sur le Gilded Age, où effectivement on voit la naissance de Fifth Avenue ou de Madison Avenue dans les années 1830, 1840, 1850. Et en fait, tout d'un coup, et c'est ça qui a été le déclic, c'est que je constate que depuis 30, 40, 50 ans selon les pays,
en fait, le déficit se creuse, le déficit en termes de pourcentage du produit national brut, hein, il se dégrade alors que l'on maintient un niveau de croissance. Et c'est à ce moment-là que j'ai émis cette hypothèse qui a changé ma vie et qui a changé ma façon de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est que si on fait une simple soustraction, et je sais que cette soustraction, elle devrait être prise avec beaucoup de réserve, de nuances, de précision, je sais tout ça, d'accord ? Mais si on fait simplement la soustraction, c'est-à-dire que l'on déduit du taux de croissance le taux de déficit des grands pays que sont les États-Unis, l'Angleterre, la France et le Japon, et bien en fait, on en tire la conclusion que nous serions, c'est une hypothèse, mais nous aurions été pendant ces 40-50 ans en récession. Et quand j'ai évoqué ce chiffre, enfin quand j'ai évoqué comment dirais-je, ce terme de récession, j'en ai parlé à un camarade qui malheureusement nous a quittés, mais je le cite, Jean-Louis Mullenbach. Jean-Louis était un des grands personnages du monde du chiffre en Europe, président de l'Institut de la finance et de la comptabilité, rapporteur à la Commission européenne sur des problèmes de normes comptables, etc. Enfin, voilà, un grand monsieur du domaine du chiffre. Et je suis allé le voir en lui disant, mais Jean-Louis, est-ce que j'ai le droit de faire cette soustraction ? Est-ce qu'il y a un vice de forme méthodologique, etc. Et il m'a dit, ça c'était donc il y a 5 ans, il me dit, écoute, ta question est tellement invraisemblable, je veux y réfléchir pendant quelque temps. Personne ne l'avait fait avant, cette équation? Non, non, non. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je ne les ai pas rencontrés ou je n'ai pas lu de littérature là-dessus, etc. Et au bout de 3 semaines, on a déjeuné ensemble et il me dit, c'est sidérant, car effectivement, tu as le droit, et comme lui était un homme de la comptabilité, il me dit, en fait, on aurait même le devoir, puisque en comptabilité... Il faut compter les passifs. Eh oui, hein, c'est une obligation. On parle beaucoup de l'éthique, hein, on parle beaucoup de la morale. Eh bien, les comptables publics, les hommes publics, quand ils annoncent un taux de croissance de X, ils devraient, dans la même phrase, dans la même communication, dire quel est le taux de déficit en pourcentage du PIB qui a été engagé sur la même période. Bon, mais ça, bien sûr, personne ne le fait, et je pense que malheureusement, les gens ne vont pas le faire rapidement. C'est un suicide politique, aussi dire ça. Politiquement parlant, c'est simplement parce que, et comment dirais-je, ma quête d'une espèce de vérité ou de réalité cachée, en fait. Parce que c'est une réalité cachée. On est en croissance, le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, le gouvernement canadien, le gouvernement français, on est toujours à annoncer de la croissance, de la croissance, de la croissance. Et quand on évoque qu'un pays, comme ça a été le cas en Allemagne l'année dernière, comme ça peut être le cas aux États-Unis il y a quelques années, allait passer son 2e trimestre en récession, on voit une sorte d'effondrement
de la part de ceux qui l'évoquent en disant bon, c'est la fin du monde. Hein. Si l'Allemagne est en récession, c'est la fin du monde. Si le Japon est de nouveau en récession pendant 2 trimestres, c'est la fin du monde, etc. Or, en fait, nous sommes dans une situation de récession cachée. Voilà. Et ça a été le départ. Et donc, j'affine mes arguments parce que j'aimerais. J'ai fait un peu d'enseignement au début de ma vie professionnelle. Et je dirais, si par bonheur, dans les années qui viennent, je préférerais dans les mois qui viennent, je peux aller faire une grande conférence à McGill sur ce thème-là, ou à Columbia, ou à Sciences Po à Paris, etc., je considérais que la guérison est proche, enfin, peut être entamée, puisque on commencerait à envisager ce que je viens de dire. Si je peux me permettre, pour le bénéfice de l'audience, je vais donner un exemple que vous donnez dans votre livre, celui des États-Unis, où au courant des 50 dernières années, là je vous cite, ce pays accuse un déficit public persistant et en moyenne de 5,2% du PIB, alors qu'il n'a affiché qu'une croissance moyenne de 2,6%. Donc, fin de la citation. Si j'utilise la logique, l'équation que vous avez mentionnée, en gros, 5,2, 2,6 moins 5,2, vous arrivez à moins 2,6% qui est de décroissance à ce stade. Oui, mais qui est monstrueuse. Alors, il faut, comme je l'ai dit, il faut pondérer ce chiffre brut parce que à l'intérieur de ce chiffre, vous avez le coût de la dette qui n'est pas un déficit primaire. Donc, probablement que ce chiffre arithmétique de moins 2,6, si on faisait tous les retraitements que les gens devraient faire, mais je ne suis pas outillé pour ça, je n'ai pas... D'abord, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'accès à toutes les bases de données et autres, mais probablement qu'on serait peut-être à moins 0,6 ou moins 0,8, mais ce qui est considérable. Parce que ça veut dire, si vous allez jusqu'au bout de mon raisonnement, ça veut dire qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu la course à l'endettement des États-Unis, pour garder cet exemple, en fait, la situation de 2024 serait inférieure à la situation de 1970 ou de 1980 ou de 1985. Oui, parce que rappelons que l'horizon temporel pour vous est à peu près de 50 ans. Là. Vous avez dit que le phénomène que vous décrivez d'un déficit ou d'une récession structurelle, je devrais dire, date d'environ au début des années 70. Alors, moi, je pense que le point de bascule en Occident s'est fait... je pense qu'il y a eu une période entre les chocs pétroliers de 72-73 et la méga crise boursière d'octobre 87. Voilà, sur ces 18 ans, il s'est passé, selon les pays, selon les circonstances, etc., il s'est passé quelque chose que l'on n'étudie pas parce qu'on ne veut pas envisager cette situation. Et là où j'en veux, je dirais, au monde académique, c'est-à-dire à la recherche, pourquoi des économistes de Columbia, de Harvard, de la London School of Economy, de McGill, etc., pourquoi ils ne cherchent pas cette raison-là? Et c'est ça qui m'inquiète. Bien sûr, et on va sûrement en parler, il risque d'y avoir des conséquences à poursuivre cette illusion. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à aujourd'hui, et je le vois avec Sciences Po à Paris,
J'ai essayé, puisque c'est mon territoire habituel, j'ai essayé de parler avec des gens de la recherche à Sciences Po. Au début, euh, on s'est castagné, sur la notion de la productivité, parce qu'en fait, s'il n'y a plus de croissance, c'est qu'il n'y a plus de productivité. Sur un plan économique. Enfin, il n'y a plus de croissance de la productivité. Ce qui va aussi à l'encontre, je dirais, du discours, entre guillemets, dominant aujourd'hui, qui veut qu'on est de plus en plus productif, notamment grâce à la technologie. Et vous dites que la production en ce moment soit stagne, soit décline, basé sur, encore une fois, le constat que vous avez fait au courant des 50 dernières années. Comment expliquer qu'on a une divergence ou un écart aussi béant entre la perspective globale de ce que les gens ont, les élites aussi, hein, de notre productivité et la réalité d'après vous? Alors, je pense qu'il y a une raison à la fois psychologique, sociologique, politique, qui est la suivante. On a hérité, et quand je dis on, mes parents et moi-même, hein, je fais partie de la génération des boomers, on a hérité d'une période exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité qui a duré 200 ans, pendant laquelle il y a eu de façon concomitante progrès des techniques, progrès de la science, puis des techniques, puis de la technologie, progression économique, progression des droits, de la démocratie, du droit des travailleurs, du droit des minorités, etc. Je veux dire, il y a eu un bouillonnement extraordinairement, comment dirais-je, riche de conséquences pour l'humanité, en tout cas pour le monde européen, Europe et Amérique du Nord. Nous sommes les héritiers de ça. Et en fait, comme vous savez, les hommes n'ont pas envie de changement, enfin, sauf ceux qui vont dans le bon sens, hein, ceux qui leur donnent plus de loisirs, plus de confort, plus d'espérance de vie, plus, etc. Donc, on est resté dans cette mouvance, sur cette vague, hein, d'un progrès exceptionnel, et on ne veut pas, on ne peut pas envisager que ce processus, un, s'arrête, et deux, puisse s'inverser. Or, mon père était un vrai scientifique. C'était un mathématicien, c'était un physicien, et il a été patron d'une entreprise, et d'une petite entreprise. Et il disait toujours, j'étais très marqué par mon père, il disait toujours, en fait, on progresse intellectuellement si on accepte de poser des hypothèses auxquelles on n'a pas de réponse. Or, aujourd'hui, on ne veut pas poser d'hypothèses auxquelles on n'a pas de réponse, parce que si on pose mon hypothèse de cette récession cachée, le problème, c'est qu'il n'y a pas un prix Nobel d'économie qui accepte d'envisager cette situation comme hypothèse de travail. Alors, on parle de l'économie comportementale, on parle des flux, on parle justement des différents cycles de l'innovation, mais on ne veut pas, et c'est le caractère, et je vous remercie de m'avoir déniché, je dirais, parce que c'est une preuve d'honnêteté de votre part, de dire, bah tiens, il y a un mec, je voudrais l'interroger, parce que ce qu'il dit, je ne le vois pas
je ne l'entends pas ailleurs. Donc, notre combat, pour moi, il est de dire comment peut-on, le plus vite possible, susciter de la part des grands journaux, des grands médias, les politiques, j'y pense même pas, hein, parce que eux sont obligés de continuer dans le mensonge. Mais, je veux dire, on cherche à comprendre la nature la plus intime de la matière et du cosmos, essayons déjà de comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, je finis par répondre à votre question, pour moi, c'est que nous sommes comme le lapin sur la route qui est aveuglé par les phares de la voiture qui foncent vers lui. On est aveuglé par cette technologie qui est au bout des doigts. On est persuadé que cette technologie va régler tous les problèmes de climat, de défense des droits. Voilà, ça va être la démocratie directe, ça va être le paradis sur Terre grâce à la techno. Et on ne voit pas que la productivité, c'est l'association de la technique et de l'être humain. Donc ça veut dire, étant donné qu'il y a une technologie qui est à disposition, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être humain pour qu'il soit moins productif? Avez-vous la réponse? Alors, j'ai des esquisses de réponse. Je pense que en gros, l'homme, il a commencé à réaliser qu'il était un homme il y a quelques centaines de milliers d'années en enterrant ses morts, c'est-à-dire en ayant conscience d'être un être humain. Okay. Et la deuxième étape, c'est quand il a organisé sa vie collective, et notamment, il y a un indicateur que j'aime bien, qui est la naissance de l'art. Or, il y a des objets d'art qui ont à peu près 20 000 ans. Prenons cette date. Ça veut dire que pendant 19 000 ans pendant 19 800 ans, ouais. Nous avons été, vous, vos ancêtres, moi, mes ancêtres, ont été dans la souffrance. La souffrance du froid, la souffrance de la maladie, la souffrance des épidémies. On était face à la nature. On était dans la souffrance, on était dans l'effort, on était... les périodes de joie étaient rarissimes. Rarissime. Bon. Et en l'espace de 50 ans, entre 1920, 1930 et 1980, on a oublié totalement, à tel point que on refuse catégoriquement la douleur, la souffrance, l'effort, le renoncement, etc. Bien. C'est la fuite du réel, d'après vous? Alors, je pense que c'est... Oui. C'est-à-dire, oui, mais c'est un réel. Le réel est devenu artificiel, mais à la limite, nous sommes tous complices de cette nouvelle réalité. Parce que effectivement, moi, je suis un homme tout à fait heureux. Je sors de chez un magasin de bicyclettes électriques. Je vais changer celle que j'ai par une qui a plus de couple. Et ça veut dire que les côtes, je vais les faire avec moins d'efforts. Vous résidez à Paris, hein? Je me trompe? Non, là, je suis à cheval entre Paris et les Pyrénées-Atlantiques. Hein, donc, oui. Les Pyrénées, oui. Là, les côtes sont plus abruptes. Donc, en fait, oui, j'incarne cette civilisation puisque j'ai cherché un outil de me donner du plaisir et d'avoir moins d'efforts.
Donc, je suis un acteur de La je baisse de dirais, productivité. bien sûr, bien sûr. Mm. Alors, c'est une suggestion, mais en fait, comme la productivité, ce n'est que le mariage entre l'être humain et la technique, à partir du moment où j'ai une technique qui est disponible dans des proportions qu'on n'a jamais connues, j'aimais, j'aimais avec modestie, je dis, bah, ça veut dire que l'être humain ne veut plus. Et c'est là le danger. Ne veut plus. Non. C'est ce que vous avez dit? Oui, ne veut plus. Ah, intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? C'est la volonté qui se dissipe? En fait, il veut le bénéfice de tout ce qu'on a construit. Sans le travail. Sans l'effort, sans la souffrance, sans le renoncement, sans la difficulté. Donc effectivement, mon souci, moi, il n'est que social. Hein. On va parler un peu finance, etc. Il n'est que social. Dans la mesure où, quand j'avais votre âge, je lisais Les raisins de la colère de Steinbeck et que je voyais un pays comme les États-Unis qui ont traversé une période d'une noirceur totale à cause de ce qui s'est passé pendant la crise de 29. Donc, c'est bien la dimension sociale qui est la plus grave. D'accord. Donc, mon souci, moi, bien sûr, il peut y avoir des conséquences économiques et financières, il va y avoir des conséquences économiques et financières, mais comment dirais-je, le sujet qui me paraît le plus préoccupant et de loin, c'est la dimension sociale. Or, quand la dimension sociale bascule, le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez été dans votre jeune existence pris dans un mouvement de foule, mais quand un mouvement de foule part en sucette, comme on dit en France, hein, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Donc, quand la masse humaine, quand la masse des êtres humains bascule, là, ça devient extrêmement dramatique. Et c'est ce qui s'est passé dans l'arrivée au pouvoir des pires fléaux de l'humanité, le communisme d'un côté, le nazisme de l'autre. C'est que effectivement, quand vous basculez, il suffit que des êtres malveillants guident, dirigent cette colère collective pour nous emmener là où nous, les démocrates modernes, on n'a pas du tout envie d'aller. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Vous faites référence à la période pour l'audience, le suivant 1929 et le crash boursier qui a amené, en Allemagne, à la prise de pouvoir du parti nazi. Et quoique le régime communiste en Russie avait pris naissance aux racines du 1917, oui, au début de la guerre civile, mais ces mouvements se sont amplifiés très largement dans les années 30, ce qui a amené à ce qu'on connaît, la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça, à votre avis, est un peu le résultat, et l'avis de beaucoup d'historiens, je dirais, là, du crash de 29 et des conditions économiques extrêmement défavorables qui ont suivi. Et il faut savoir que notre dépendance à l'euphorie économique est beaucoup plus importante aujourd'hui en Occident que les gens de 1930. En 1930, vous aviez encore une immense proportion de la population qui travaillait dans les champs. Ce qui a à peu près disparu aujourd'hui.
à peu près disparu. Hein. Or, quand vous travaillez la terre et quand vous travaillez avec des animaux, vous connaissez encore un peu, parce que les animaux, eux, à 5 heures du matin, si vous ne les traitez pas, ils attendent pas. Donc vous êtes obligé, hein, qu'il neige ou qu'il fasse une chaleur étouffante, vous êtes dans l'obligation de vous occuper de vos plantes, etc. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une position psychologique globale beaucoup plus, comment dirais-je, précaire, dépendante, oui. Hein, dépendante qu'il ne l'était en 1930. D'où, effectivement, mon inquiétude de dire, on est comme le coyote, on continue de nous donner comme indicateur qui répond à toutes nos attentes cette croissance économique. Mais on est dans le vide. Mais on est dans le déni. En sachant qu'en plus, on sait que cette croissance économique, si par malheur pour la Terre, des pays dits émergents comme l'Inde, comme la Chine, comme le Nigeria, comme le Brésil, cédaient au niveau de consommation du Canadien ou du Français, mais alors là, je ne vous parle pas du problème environnemental. Hein, ça serait... Donc, ce qui serait perçu par le FMI, la Banque mondiale, comme étant un progrès pour ces peuples-là, serait sur un plan environnemental une catastrophe totale. Bon. Mais on continue de nous donner comme objectif cette croissance qui est artificielle. Et le problème, c'est que pour générer, donc on a vu selon la soustraction que vous m'avez rappelé sur les États-Unis, qu'il faut en gros il faut $2 de dette pour générer 1 de croissance. Okay. Or, ce taux d'efficacité de la dette baisse. Plus on est endetté. Absolument. Donc il faudra peut-être, d'ici 2, 3, 4 ans, il faudra peut-être $3, $4 pour ne générer que 1 de croissance affichée. Donc, par rapport à ça, quels sont les risques? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le risque ultime, c'est le risque social, mais entre les deux, il y a le risque d'abord financier, puis économique. Et comme nous sommes dans un monde qui est financiarisé, à l'extrême, ouais. C'est le décrochage par rapport à ça. Je cite simplement quelques ordres de grandeur. Le multiple boursier le plus pertinent, ou un des plus pertinents, c'est le Price Earning Ratio, le PER, qui était donc un multiple du bénéfice que l'on trouvait dans la valeur d'une action. Historiquement, donc dans la période de croissance autonome et fantastique, justement entre 1815 et 1960, okay, on était sur un taux en gros de 10. C'est-à-dire qu'une action valait 10 fois son bénéfice. Okay. Or, à l'époque, vous aviez une croissance que l'on appelle organique. Hein. Dans un TEDx que j'avais fait, je parlais d'une croissance bio, hein, une croissance naturelle. Comme on était avec un taux de croissance naturel qui était peut-être à 3%, sans déficit, ça veut dire que celui qui achetait une action de Nestlé, de General Motors, à l'époque, en fait,
il savait que la société dans laquelle il investissait connaissait une forte croissance. Donc, probablement que son retour sur investissement se serait fait au bout de 6, 7 ans. D'accord. Donc, il payait 10 fois le bénéfice de cette année, mais compte tenu de la croissance, voilà, il avait une espérance. Ça veut dire qu'une fois qu'il avait attendu ces 7 ans, ou ces 6 ans, il touchait une rente. Il pouvait toucher une rente. Aujourd'hui, où nous n'avons plus de croissance autonome, normalement, ce price-earning ratio devrait légitimement avoir baissé. Mais il a augmenté de façon absolument extraordinaire. D'accord? Or, il est bien au-delà de plus du double. D'accord? Vous avez des titres en tête? Quand vous avez des titres, Tesla par exemple? Non, alors Tesla, c'est encore 60 fois. Nvidia, c'est 200 fois. Apple, ça doit être 60 fois ou 40 fois. Enfin, je veux dire. Donc, le problème, c'est que sur un plan macroéconomique, j'invite vos auditeurs à se connecter sur le site de US Debt Clock. Oui, je connais. Bon. On a la même chose au Canada, en fait. J'ai oublié quel est le site web spécifique. On calcule la dette à la seconde près, là, oui. Voilà. Mais sur le site que je viens de vous donner, vous avez tous les paramètres américains. Vous avez le montant des actifs, des entreprises, des particuliers, des corporates. Vous avez le montant de la dette, le montant des retraites, enfin bref, vous avez sur un écran d'ordinateur, vous avez une quarantaine d'indicateurs. Il y en a un qui est intéressant. C'est que le montant du passif américain, alors là, tout compris, hein, dette publique fédérale, les particuliers, les entreprises, les banques, etc. Vous êtes, de mémoire, il y a quelques jours que je ne suis pas allé sur ce site, mais vous devez être à quelque chose comme 200 trillions de dollars. Bien. Et comme par hasard, en face, quand vous regardez le Global Asset américain, vous êtes de nouveau à 200 trillions de dollars. Donc, quand vous regardez ce tableau de bord, mais pourquoi Raphaël Rossello nous dit qu'il faut s'inquiéter? Il n'y a pas d'inquiétude. Bon, d'accord, il y a une dette publique qui est un peu importante, mais en fait, on est aussi riche qu'on a de dettes. Donc, l'un égale l'autre. Parce que vous comparez ici les actifs aux passifs américains dans ce cas-ci, c'est à peu près zéro au final. Donc, il y a un certain équilibre, c'est ce que vous dites. Oui, on est à zéro. Donc, il suffit qu'on génère de la richesse tous les ans. Et puis voilà, on va vivre. On va vivre. Le problème, c'est que dans la Constitution, les dettes, elles sont certaines. Ouais. Par contre, dans la Constitution des actifs, vous avez l'immobilier, dont on sait qu'il est surévalué par rapport à la capacité réelle. Il y a un ingénieur français qui s'appelle Frigit, qui publie, et même quel est son nom? Pardon, j'ai mal compris. Frigit, F-R-I-G-I-T ou 2-G-I-T. D'accord. Très intéressant, parce qu'il a défini un tunnel. C'est-à-dire, en fait, il regarde dans les grandes métropoles, Paris, Londres, Berlin, New York, etc., il regarde quelle est la capacité des revenus locaux d'acheter 1 mètre carré. 1 mètre carré, ah oui. D'accord?
Donc, quelle est vraiment la capacité d'acheter? Aujourd'hui, des gens qui sont dans les catégories supérieures en France ne peuvent pas acheter un mètre carré à Paris. Les catégories supérieures, on parle ici quoi, de la classe moyenne ou haute classe moyenne? Oui, ouais, on ne peut pas. Il faut aller. Je veux dire, si vous n'avez pas hérité de la part de vos parents, si vous n'avez pas quelque chose, on ne peut pas. Donc, il faut obligatoirement que, bien sûr, les deux membres de la famille contribuent à ça. D'accord? Et quand on regarde ce qu'il appelle le tunnel, en fait, on est 20, 30, 40, 50, 60% au-dessus du prix du tunnel. Donc, ce qui veut dire que si demain, les grands propriétaires d'actifs veulent du cash, ils vendent. Et qu'ils vendent, étant donné que le vrai pouvoir d'achat, il est en dessous. Du prix. Alors, ça va mettre, moyen, on va mettre 1 an, ça va mettre 2 ans, etc. Mais ça veut dire que, at the end of the day, c'est ceux qui ont un vrai pouvoir d'achat qui vont être capables d'acheter ce reliquat de mètre carré. Eh bien, vous êtes dans la même situation en matière de valorisation financière. Ce qui veut dire que mes 200 trillions de dettes, eux, ils restent. Mais la valeur chute. Mais si la valeur chute, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça ne sera jamais le cas. Mais les États-Unis sont en bankrupt. Attendez, si je peux me permettre ici, ouais. L'argument de la dette publique, souvent on nous dit que le pays est, bon, comment dire, bankrupt. Là. Ceci dit, je vais vous amener à la théorie monétaire moderne. C'est, disons que ceux qui défendent cette théorie disent que le déficit, la dette, tant son temps qu'un pays est souverain au niveau de la monnaie, donc peut produire sa propre monnaie, ne peut pas déclarer faillite, donc bankrupt, comme on dit, l'expression en anglais, pardon, tout simplement parce qu'ils peuvent toujours imprimer l'argent avec lequel ils vont repayer leur propre dette. Qu'est-ce que vous... donc, si je vous écoute bien, j'ai l'impression que vous êtes contre cette théorie, du moins vous êtes en désaccord. Mais quoi répondre à cette théorie qui est, soyons francs, là, le Japon est à quoi? Un ratio de dette au PIB de 200-250%. Le Canada est autour de 90-100%. Les États-Unis, 110%. La France, 120%, peut-être 125%. On a envie de dire, ils ont raison. Ces pays sont endettés jusqu'au cou, surtout le Japon, et pourtant, tout roule. Alors, d'abord, juste pour que les ordres de grandeur soient, comment dirais-je, soient posés sur la table. Si je prends le cas des États-Unis, je parle des ordres de grandeur. La dette publique est de 34 trillions de dollars. D'accord? Par contre, la dette globale des États-Unis est 7 fois plus importante. Donc, je vais répondre à votre question sur la dette publique. Mais la dette publique ne représente que, allez, 20% de la dette globale américaine. Ça, c'est le premier élément. Et donc, quand je parle de bankrupt, ce n'est pas la bankruptcy du American State, c'est the American wealth est aujourd'hui, allé en gros, 1 à 0. Mais si on continue d'avancer, voilà, j'ai des actifs. Hein, c'est vous. Vous avez une maison qui vaut son vrai prix. Vous avez un portefeuille d'actions. Vous avez des dettes en face. L'un équilibre l'autre. Donc,
si vous travaillez et que vous générez des revenus, en gros, vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais par contre, si la valeur de vos actifs vient à s'effondrer, vous avez toujours cette dette globale qui est 7 fois supérieure à la dette publique. Mmh. Donc moi, je pars du macro. Je dis simplement, attention. Et par contre, je peux comprendre que entre le gouvernement américain, les grands lobbies financiers, il y ait une entente pour qu'il n'y ait pas d'effondrement de la valeur boursière du marché, pour le moment, parce que si effectivement mes 200 trillions de dettes ne sont plus couverts par 200 trillions de valeur faciale, je commence à avoir un vrai problème. Ça, c'est une première donnée. Maintenant, sur la dette publique, la théorie monétaire moderne, elle est inspirée de la situation américaine. Et cette situation américaine, elle est incroyablement, comment dirais-je, étonnante, originale, dans la mesure où ce pays a la possibilité d'émettre autant de dettes qu'il le veut, parce que si un Thaïlandais arrive au Nigeria et qu'il a besoin d'acheter un bol de riz, s'il sort un billet de $1, le Nigérien va le prendre comme étant du true money, du good money. Okay? Donc effectivement, l'Amérique a une situation qui lui permettrait, parce que c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui, qui lui permettrait d'émettre de la dette, et c'est ce qu'ils font. Regardez le petit psychodrame sur oh là là, ils vont pas se mettre d'accord au niveau du Congrès pour relever le plafond de la dette. En fait, tous les ans, ils relèvent le plafond de la dette. Bien. Donc, la théorie monétaire moderne s'applique aujourd'hui et peut continuer de s'appliquer demain aux États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique ne représentent plus, je n'ai pas les chiffres, mais que, on va dire, 20 ou 25% de la production mondiale. Les autres 75%, qui, eux, vivent de déficit, n'ont pas cette possibilité. Alors, il y a le Japon qui est une situation très particulière où les citoyens japonais achètent leurs propres dettes. Il y a un niveau de civisme très particulier du japonais qui, effectivement, reste, comment dirais-je, tout le temps, il achète. Les obligations de la Banque du Japon? Absolument. Ah oui, d'accord. Mais ça se fait à travers des fonds de retraite, principalement? Des fonds de retraite et en direct, etc. Nous, en France, à la génération de mes parents, on achetait des bons du trésor, des treasury bills. Hein. Et puis on les gardait à la maison, sous le matelas. Et puis on allait tous les ans détacher un petit timbre pour encaisser son coupon d'intérêt. Le japonais est resté dans cette logique-là. Ce problème, c'est que le Japon connaît un déficit démographique parmi les plus graves au monde. Et donc, il va y avoir de moins en moins
de Japonais capables d'acheter de cette dette. Mais laissons-les de côté, c'est une situation. Mais le français ne peut pas. Je suis désolé. L'anglais ne peut pas. L'allemand ne peut pas. L'italien ne peut pas. Je pense que le Canadien ne peut pas continuer de se dire je vais investir dans des plans d'aménagement, etc., en émettant de la dette qui va être souscrite par des Américains, des Japonais, etc. etc. Donc, aucun État ne va faire faillite. Vous savez, cette peur que l'on répète régulièrement, un tel pays va faire défaut. Non, il ne va pas y avoir de défaut. C'est très rare. Hein? Il ne va pas y avoir de défaut parce qu'effectivement, on va, en anglais, c'est le roll over. Hein? On va tourner de la dette en émettant de la nouvelle dette. On rembourse la dette précédente avec une nouvelle dette. Absolument. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est dans le coût de la dette. Or, nous avons vécu artificiellement à un moment où la dette était non seulement gratuite, mais elle était négative. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous enrichissiez vous endettez. En s'endettant. Donc, il suffit, et si vous regardez d'ailleurs la bourse américaine, elle ne regarde qu'une seule chose aujourd'hui, c'est à quel moment la Réserve fédérale va baisser son taux directeur. C'est la seule chose. Que l'Allemagne soit en déficit, qu'il y ait une guerre en Europe, que la Chine ait des gros problèmes économiques. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est, ouais, Powell a dit qu'il va peut-être baisser son taux en septembre, donc je continue d'acheter parce que ça veut dire que je vais pouvoir retrouver ce que j'ai fait pendant 20 ans, 30 ans, c'est leverage. Je vais mettre du levier sur mon portefeuille de manière à doper la performance. Le levier ici, je crois qu'il faut préciser pour l'audience, c'est de l'endettement, dans le sens où on emprunte de l'argent à des taux d'intérêt relativement faibles pour les investir en se disant que le rendement va être supérieur au taux d'intérêt. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc en fait, quand on est dans cette logique, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais la France, qui est 5e ou 6e puissance économique mondiale, en 2025 ou 2026, son premier poste, l'État français, son premier poste de dépense va être la charge de ses intérêts, de sa dette. À ce sujet, vous avez peut-être lu la note de Jérôme Fourquet qui a été publiée cette semaine, je crois. Il dit exactement la même chose. Il dit que dans les prochaines années, le coût de la dette, donc des intérêts payés sur la dette, ça veut dire qu'on n'a pas encore remboursé la dette, simplement payer les intérêts sur la dette française va dépasser le budget de l'éducation nationale en France. Ça veut dire que la France va dépenser plus sur l'intérêt qui est sur la dette que sur l'éducation de ses enfants. Or, en France, c'est le plus gros budget public. L'éducation nationale. L'éducation nationale. Hein? Il y a 1 million d'enseignants. C'est énorme. Donc, c'est une administration considérable, qui n'est pas financée par des impôts locaux comme au Canada, mais des impôts nationaux. Et on est effectivement dans cette situation, et ce n'est pas que les taux d'intérêt passent de 3 à 2% qui va changer les choses, c'est pas vrai. C'est le fait que nous avons été à 0,2 ou 0,4 ou moins 0,2 pendant des années et qu'on va être à 1 ou 2%. Il est là le problème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux continuer de roll over ma dette et donc d'émettre de la dette pour que des Japonais, des Allemands, des Suisses, etc., achètent cette dette,
il faut que je ne fasse pas défaut sur les intérêts, sur le paiement des intérêts. Mais jamais la dette elle-même. Non, mais presque. Ça, à la limite, ce n'est pas... It is not that serious. C'est pas... Non, mais le vrai point, c'est... Attends, bonhomme. Je t'ai donné de l'argent pour que tu me donnes du 3%, sans risque. Sans risque. Sans risque. Tu me demandes un moratoire sur le paiement de mes intérêts? Ah non. Parce que si tu me demandes ça, je ne souscris pas à l'émission de tes nouvelles dettes. Donc, le problème de l'Occident, il est dans cette, comment dirais-je, dans ce corner, hein, je crois qu'ils appellent ça le catch-22. Hein. Oui, tout à fait. Hein, c'est-à-dire, OK, je ne vais pas rembourser ma dette, mais je vais faire passer le paiement de mes créanciers étrangers ou nationaux au détriment de mes infrastructures, de mon éducation, de ma santé publique, de ma défense, de ma police, etc. etc. Il est comment dirais-je, et alors, là encore, on parlait du déni au début de mon interview, mais quand je vois que ce n'est que maintenant que l'on a des articles comme celui que vous citez sur ce point, mais il y a 1 an et demi, 2 ans, on pouvait l'écrire. Ouais. Mais là, non, il faut pas inquiéter, etc. Donc, le vrai sujet, c'est que les intérêts ne reviendront jamais à zéro. On n'a plus les moyens de maintenir à zéro. Si on traverse une crise économique, on y viendra, le temps file, là, mais un peu comme en 2008, où les taux d'intérêt avaient été abaissés à peu près 0,5. Vous ne pensez pas que si on traverse une autre crise économique similaire à la crise financière de surcroît, les banques centrales pourraient rabaisser les taux encore une fois à zéro, un peu comme pendant la pandémie, on aurait une crise majeure. Vous pensez que c'est impossible maintenant de rabaisser les taux? Je pense que le grand danger auquel on est dans une zone, moi j'ai connu pendant une vingtaine d'années, dans les déjeuners, vous savez qu'en Europe on aime bien déjeuner, surtout dans l'Europe du Sud. Dans les déjeuners d'affaires, on était sur l'idée que on était dans une période d'incertitude. C'était le mot. Ouais, voilà. Est-ce que la productivité va renaître? Est-ce que la balance des paiements... Enfin bref, nous sommes passés d'un climat d'incertitude à un climat d'inquiétude. Et en passant de l'incertitude à l'inquiétude, il y a une conséquence, c'est que je ne prête plus à zéro. Parce que les risques sont trop élevés. Parce que ce sont des risques environnementaux, ce sont des risques géopolitiques, ce sont des risques épidémiques. On sait aujourd'hui que, en fait, les êtres humains, on est quand même assez fragiles. Hein. Il suffit d'une petite bestiole etc. Donc, on ne retrouvera pas les niveaux d'une période assez unique dans l'histoire où on prêtait à zéro. On prêtait même en dessous. Hein. Je veux dire... vous parlez de taux réels. En France, pas en France, mais en Europe, vous avez eu des taux négatifs, je crois, là, si je me rappelle bien. Donc, en gros, la banque vous paye pour vous endetter. Mais exactement. Ouais. Mais exactement. Donc,
À partir du moment où, et je dirais un homme comme Macron, qui est un homme du système, hein, qui est mainstream, euh, ben pour lui, s'endetter, quand il a dit le whatever it will take. Hein, Ah, c'est Draghi, ça, non? Ah, c'est alors, Macron? oui, vous avez raison, ça c'était Draghi, mais Macron a repris ça au moment de la Oui, pandémie, hein, quoi qu'il en coûte. En fait, bon, il disait d'accord, on va émettre 200 millions, 200 milliards, machin, truc, etc. Mais ça ne coûte que dalle, alors bon, je peux y aller. Bon. Donc, on va se retrouver dans cette situation où les États-Unis ont cet avantage exorbitant par rapport à tous les autres pays, mais c'est la puissance américaine, c'est la première armée du monde, monnaie de réserve aussi. c'est une monnaie de réserve, c'est la confiance, je répète, hein, si un Thaïlandais se retrouve au Niger et qu'il a soif, même s'il n'a pas la monnaie locale, avec $1, il s'en sort. Bon. Vous vous imaginez, vous, à Naples, avec un billet nigérien, si... ça va être difficile. Ça va être difficile. Bon. Donc, en fait, on essaie de dupliquer, on essaie de nous rassurer en disant non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, dormez, bonnes gens, tout est sous contrôle. Parce qu'on ne veut pas voir que la productivité, la croissance de la productivité ayant significativement baissé depuis des décennies, la croissance économique naturelle a disparu, que l'on maintient une apparence de croissance par du déficit et que ce déficit va nous coûter quelque chose. C'est tout cet effet domino que les gens ne veulent pas voir, parce qu'effectivement, comme ils n'ont pas, je répète, ni à McGill, ni à Oxford, la méthodologie pour le régler, ce problème, eh bien, ils disent il n'existe pas. Passons justement aux conséquences. Vous avez parlé d'un effet domino. Imaginons que tous les dominos sont tombés et donc on est rendu au stade des conséquences. Le coyote chute et réalise que la gravité fait son œuvre. Vous avez, dans certains entretiens, mentionné que vous craignez donc une période économique difficile là, qui vous avez comparé aux années 30. Qu'est-ce que vous envisagez exactement? Quelque chose de similaire aux années 30? Et dans le temps, vous voyez ça arriver dans 1 an, 2 ans, 10 ans? Est-ce que c'est difficile à prédire, là, je sais, mais qu'est-ce que vous envisagez et comment est-ce qu'on s'en sort par la suite? Alors, On pourrait commencer par quel serait l'élément déclencheur d'un effondrement quelconque? Là, vous avez mentionné peut-être un défaut de paiement de la dette d'un des grands pays, notamment les États-Unis. Est-ce que ça serait l'élément déclencheur ou vous voyez autre chose? Par exemple, 2008, c'était les subprimes, donc le marché immobilier qui avait entraîné le marché bancaire et l'économie mondiale. Aujourd'hui, est-ce que les choses sont différentes ou oui, est-ce qu'il y aura un autre élément déclencheur et à quoi s'attendre en gros? alors, je n'ai pas, je le regrette pour vos auditeurs, mais je n'ai pas de, je n'ai pas de réponse précise là-dessus, malheureusement. C'est normal. Ouais. Mais je peux donner des suggestions, je peux donner des petits indices. Aujourd'hui, si on regarde la spirale mondiale dans laquelle nous sommes, et si je la résume à l'excès, donc quand on résume à l'excès, on commet des erreurs, mais simplement pour illustrer. La planète tourne parce qu'elle est financiarisée. Elle est financiarisée parce que les États-Unis d'Amérique
continue d'alimenter la financiarisation du monde. Et elle continue de le faire parce que, et c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, certes, elle a 200 trillions de passifs, mais dans son bilan, elle a 200 trillions d'actifs. Si la valeur, soit de l'immobilier, soit du marché, baisse, alors je ne parle pas des 5% ou du 8%, baisse, c'est-à-dire, allez, sur une période de 6 mois, baisse de 20 à 25%. Okay. On a à ce moment-là un effet domino où les gens qui sont à la fois nos clients et nos fournisseurs sur Terre vont se protéger. Et il va y avoir une contraction. D'où le fait que les valeurs technologiques, car en réalité ce sont elles qui tirent les valorisations vers le haut. Vers le haut. Mais si effectivement demain ce qu'on appelle des grosses mains, des fonds comme BlackRock, Vanguard, les grands fonds de pension de la côte Est, etc., sont obligés de générer du cash pour couvrir des appels de marge, soit sur des produits d'immobilier, soit sur des produits titres, soit sur des produits devises ou autres. Vous savez, le marché de la financiarisation, on n'a pas vraiment de chiffres très précis, mais il est entre 10 et 50 fois supérieur au volume financier de la planète. Hein. On joue dans une autre cour. Parce qu'on a mis du levier partout pour doper la performance financière. Bien. Donc, ça peut être un premier élément, c'est d'actionnaires rationnels qui disent non, Apple ne retrouvera jamais. Je dis Apple parce que Apple me paraît être, avec Microsoft, une des sociétés les moins risquées, en fait. Alors, elle l'est au niveau de valorisation où elle est aujourd'hui, mais elle a énormément de cash, elle a des activités autres que le smartphone, etc. Bon. Elle génère un profit gigantesque aussi. Hein. Et puis, absolument. Mais, premier élément, c'est si on commence à avoir des fissures dans la valorisation de la tech américaine. Le deuxième phénomène déclencheur, c'est la situation de deux grands pays que sont la Chine et l'Allemagne. De façon très surprenante, cette croissance artificielle, elle est arrivée après 200 ans de croissance naturelle en Occident, mais elle est déjà en Chine après seulement 30 ans de décollage. Et l'ancien patron financier de Renault, que j'ai bien connu, avait très très bien connu l'ensemble des pays communistes il y a 50 ans, et notamment la Chine. Et il me disait, il faut se méfier de ce pays parce que tous les 100 ans, il y a un phénomène de masse de gens qui, dans les plateaux arides, etc., descendent dans les vallées. Parce qu'ils voient que les gens dans la vallée se nourrissent mieux, se chauffent mieux, ont de plus beaux vêtements, etc., etc. Or, on met en évidence une classe moyenne de 200-300 millions de Chinois, très bien, mais on oublie qu'il y a 200-300 millions de Chinois qui sont encore dans un état de grande
pauvreté. Alors, est-ce que c'est l'économique? Est-ce que c'est le financier en Chine? Est-ce que c'est le social? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que si la Chine émet des signes de désordre, la préférence pour le cash, car en fait la rupture, elle est là, hein. C'est très keynésien, c'est la préférence pour la liquidité. Aujourd'hui, j'ai des actions Tesla et je peux les vendre. Bon, j'ai perdu 40%, mais c'est pas grave. Je peux les vendre. Si demain je n'ai pas d'acheteur, et ça, moi, je l'ai vécu le 19 octobre 1987, c'est que dans les salles de marché, vous aviez des titres, des golden values, avec des décotes de 20, 30, 40, 50, 60%, qui ne trouvaient pas de bidder en face. Et ça, c'était une espèce de flash crash, hein? C'était dans une journée même ou à peu près, là. Absolument. OK. Alors, là, tous les mécanismes se sont mis en place pour le rattraper, etc. Mais, et ces mécanismes, c'est toujours la même chose, hein? C'est de réinjecter de la liquidité. On rajoute des acheteurs. Quand on augmente la liquidité, en gros, on rajoute des acheteurs. Ouais. OK. Mais pour ça, il faut les autoriser à s'endetter. Il faut les autoriser à ce qu'ils aillent voir leur banque en disant « il faut que je soutienne mon titre, prête-moi 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Parce que sinon, mon titre, il va perdre 30%, 40%, 50%. Anyway. Donc, premier risque sur la tech. C'est-à-dire, est-ce que les perspectives de valorisation de la tech vont rester à des niveaux stratosphériques? Le deuxième, ce sont des risques, je dirais, d'économie sur l'Allemagne qui tire l'Europe et la Chine qui tire l'Asie. Okay. Que le Brésil continue de faire des conneries ou non, non, mais je veux dire, ça n'aura pas d'effet d'entraînement. Il peut y avoir un risque, je dirais, climato-environnemental. Je vais en citer un qui va faire probablement ricaner vos auditeurs, mais c'est le fameux Big One en Californie. La Californie. Vous savez, le tremblement de terre que la Californie attend depuis... oui. Parce que c'est la faille de San Andreas, je crois, qui pourrait faire que la Californie se détacherait du continent dans un scénario catastrophique. Non, mais même sans aller jusque-là. La Californie, c'est je pense, au moins 20% de l'économie américaine. Il suffit que vous ayez un vrai big problème au niveau californien pour que toujours cette obsession, où est-ce que je vais trouver du cash? Ouais. Yeah. Donc, je ne sais pas si on aura une crise à la 29, à la 2008. Moi, je pense qu'on risque de connaître une crise, et c'est probablement ce qui inquiète mes grands confrères, c'est qu'ils n'ont pas de modèle mathématique, hein, comme en météo. On n'arrive pas à voir qu'est-ce qui se passerait si demain, effectivement, il faut réinjecter des masses considérables de liquidités pour sauver le système. Que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que la Banque fédérale américaine va inonder les marchés de liquidités? Moi, je pense qu'ils vont avoir un problème. C'est qu'ils sont arrivés à un tel niveau de dette globale. Ajouter de la dette, enfin, je veux dire, il va y avoir, entre les gouverneurs des banques centrales, il va y avoir une vraie
un vrai arbitrage. Est-ce qu'on règle le problème de demain matin? Mais, vous le savez, quand ça commence à craquer et que vous injectez de la liquidité, le problème, c'est ne pas créer un désir artificiel de la part de ceux qui vous le demandent. Bon, donc, je pense que le problème va venir de la partie financière, parce qu'on est surtout financiarisé, mais en sachant que dans les 3-6 mois qui suivent, le problème devient économique. Et quand le problème devient économique, il devient mécaniquement social. Oui, l'aboutissement est social, donc vous anticipez des troubles, si je peux dire, découlant des marchés financiers, mais jusque dans l'économie réelle et donc dans la vie des gens. Ceci dit, vous restez optimiste. Dans un changement de paradigme, quel serait ce changement et vers quel paradigme, à votre avis, paradigme économique, devrions-nous ou espérez-vous qu'on se dirige? Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans les contrats américains, c'est « time is of the essence ». En fait, l'esquisse de réponse pour démontrer mon optimisme, parce que pour moi, l'optimisme qu'on nous vend, c'est de la crédulité. Nos gouvernants ne sont pas des optimistes, non. Ils sont crédules et veulent que leurs citoyens le soient également. Croyez dans mes promesses, c'est tout ce que je vous demande. Parce que moi, j'ai une pensée positive, donc je vais l'imposer. Pour moi, le vrai optimisme, et ça je le répète chaque fois qu'on m'interviewe, c'est celui d'Hannah Arendt, la philosophe, c'est se préparer au pire, regarder le meilleur, et ensuite prendre la vie telle qu'elle vient. Mais c'est dans cette séquence-là. C'est-à-dire qu'on commence par envisager le pire. Et c'est en fait tout ce qu'on vient de se dire là pendant l'essentiel de mon interview, c'est préparez-vous à quelque chose qui peut être sévère. Bon. Alors quel est le meilleur? Le meilleur, c'est que nous ayons le temps de nous adapter. C'est ce qu'on appelle le soft landing. Okay? Et c'est là où je dis, je fais confiance à la techno, c'est qu'à partir du moment où vous avez, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de gens vous regardent, et que vous avez la possibilité de diffuser à des réseaux, etc., vous avez peut-être la possibilité de dire, écoutez-le, réparez-vous, ok? Donc, si on peut faire un soft landing, il faut que l'on migre une troisième et dernière fois. On a migré d'une économie de la production à une économie de la consommation. Il faut qu'on migre d'une économie de la consommation à une économie de l'expérience. Alors, pourquoi je fais référence à ça? Il y a eu des articles, ceux que j'ai lus sont essentiellement de Harvard, sur justement l'économie de l'expérience. Si vous regardez, alors je pense que c'est différent pour des raisons de distance au Canada, mais la quantité de gens qui, jeunes adultes, achètent une voiture est en baisse mondialement par rapport à ma génération. Moi, la première chose que j'ai faite le jour où j'ai été en mesure de passer mon permis de conduire, c'est d'acheter une vieille bagnole et d'avoir l'autonomie de pouvoir me promener avec une bagnole.
Non, aujourd'hui, on fait du co-driving, on fait de la location, enfin, on pense pas nécessairement à consommer, mais on pense à utiliser. Le seul problème, c'est la réconciliation comptable entre un acte marchand d'achat-vente à un acte marchand d'usage. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. Parce que pour payer votre mortgage, pour payer votre épicier, pour payer votre costume, etc., il faut que vous ayez des dollars en poche. Donc il faut faire, comment dirais-je, il faut créer des actes marchands pour être soi-même capable de faire soi-même des actes marchands. J'ai l'intime conviction que vos enfants, peut-être, mais vos petits-enfants, eux seront quasiment exclusivement dans une économie de l'expérience, dans une économie de l'usage. Alors, il continuera d'y avoir des gens qui veulent avoir leur maison, leur voiture, bien sûr, tout ça. Mais la proportion et le risque, c'est le facteur temps. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps de gérer ce passage de A vers B, c'est là où socialement les gens se braquent. Hein? Parce qu'on va saisir leur maison, on va saisir leur voiture, on va leur dire, etc. Mais mon optimisme est de dire, l'indicateur de la croissance, en fait, il est mort. Mais il va continuer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'être utilisé comme étant le premier critère. Le deuxième, ça c'est sur un plan macroéconomique. Mais comme vous le savez, la croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées de tous les petits actes marchands qui sont réalisés. Comment réconcilier le fait qu'avant j'achetais une voiture qui avait 20 000 $ de valeur ajoutée, donc il y avait une transaction qui crée 20 000 $, à l'usage ou l'expérience, où je vais répartir ces 20 000 $ sur 6 ans. Donc, il faut se préparer à ce passage dans la mesure où un nouvel équilibre, l'homme s'adapte. Hein. Toujours. L'homme s'adapte. Toujours. À une condition, c'est qu'il ait le temps. Et pour avoir le temps, il faut que grâce à des hommes comme vous, les gens aient été informés d'une hypothèse, d'un risque, pour se préparer à s'adapter. Il est là mon optimisme, dont certains disent qu'il est un peu utopique, mais bon. Non, mais il faut toujours être un peu utopiste, il faut rester optimiste. Raphaël Rossello, merci beaucoup. Mot de la fin peut-être en 1 minute? Que je suis, je vous l'ai dit hors antenne, que je suis très fier d'être Canadien. Ah oui, c'est vrai. Si je peux mentionner rapidement, vous avez vécu quelques années à Toronto, dans la grande région de Toronto. Vous avez fondé une entreprise, on en parlait justement en off, comme les Français diraient, juste avant l'entretien. Donc vous avez 2 nationalités, française et canadienne, c'est bien ça? Absolument. Et donc, mon mot de la fin, c'est que vous vivez dans un très beau pays. Protégez-le au maximum et soyez be ready. Oui, absolument. Raphaël Rossello, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Pas de travail. Au revoir.